Je suis ravie de vous accueillir dans l'émission Confidence, la web télé des femmes chefs d'entreprise. Et pour cette émission de ce soir, j'ai d'accueillir Martine Lesseau, présidente de Gastronomicom. Bienvenue Martine. Merci, bonsoir. Bienvenue à toutes. Merci. Et puis, bienvenue à toute notre communauté. Alors, Confidence, en fait, est une émission web télé dédiée aux femmes chefs d'entreprise. L'objectif de cette émission est de mettre à l'honneur les talents féminins qui font bouger les lignes de ce monde économique, les lignes du monde tout court. Et souvent, les femmes peuvent être un peu en recul, pas forcément à l'honneur. Et cette émission, elle nous sert justement à mettre ces talents. Elle nous sert aussi à aider d'autres femmes chefs d'entreprise qui, en tout cas en fonction du parcours des unes et des autres, vont prendre des pépites, des astuces. Et ça nous permet de créer un cercle de soutien pour l'évolution, en tout cas, des femmes chefs d'entreprise. Alors, en tout cas, moi, je suis ravie, vraiment, Martine, de t'accueillir et de te mettre à l'honneur ce soir dans cette émission. Et puis, j'ai envie de remercier tout particulièrement une personne, c'est Patricia Bartowski. Je ne sais pas si elle nous écoute ou si elle nous écoutera en replay, qui est chef d'entreprise et experte en astrologie et qui fera d'ailleurs partie de nos prochaines invitées d'ici la fin de l'année. Et c'est grâce à Patricia que nous nous sommes rencontrés avec Martine. Donc Martine, on s'est rencontrés il y a quelques mois, hein, c'était juste avant le démarrage de l'été. Et moi, en fait, j'ai vraiment découvert une femme chef d'entreprise, dirigeante avec un grand cœur, très professionnelle, une grande rigueur dans le travail, avec un parcours incroyable. Et puis, en fait, quand j'ai rencontré Martine, finalement, on se dit « Waouh, c'est impressionnant ce beau parcours ». On se sent un peu toute petite. Et puis, parce que Martine en impose, elle a du charisme, voilà, elle a fait de grandes choses. Et puis, elle en fait encore aujourd'hui. Et puis, finalement… elle a tellement de simplicité, d'humanité, elle est tellement attachante, avec plein d'humour et de belles valeurs que finalement on se sent vraiment très bien, hyper à l'aise avec Martine. En tout cas, moi j'ai adoré et vous allez adorer en tout cas la belle personnalité de Martine et son parcours. Et je dirais que faire je rougis. Business… Tu rougis. Je rougis. Du business, c'est ça. Faire du business avec Martine, avec les belles valeurs qu'elle a, je dirais c'est génial. Et ses collaborateurs, en tout cas, les gens qui travaillent avec elle ont beaucoup de chance. Alors, juste pour reprendre rapidement ton parcours et ensuite on va démarrer dans les confidences, découvrir les hauts, les bas, voilà comment tu as géré ce parcours de vie, ce parcours professionnel et que tu continues. Voilà, donc Martine, en fait, son parcours professionnel est très riche. Martine a 72 ans, c'est ça? Ah, j'ai toujours un doute. 113, hélas, un plus. Un de plus, parce qu'en fait, vous l'avez vu, hein, Martine ne fait pas du tout son âge. À chaque fois, je lui donne 10 ans de moins. Donc, voilà. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, c'est ça. Elle est aujourd'hui présidente de Gastronomicom, qui est une école internationale de cuisine qui forme au niveau de chef étoilé les cuisiniers. C'est ça, Martine? Cuisinier et pâtissier. Cuisinier et pâtissier du monde entier. C'est une école internationale. Elle a une expérience, Martine, incroyable de 50 ans dans la restauration et l'hôtellerie de luxe. Après s'être formée à l'école de Lausanne, que tout le monde connaît de par sa notoriété, elle a dirigé 7 hôtels de luxe sur toute sa carrière en France et dans le monde entier. Elle a basculé à l'âge de 48 ans dans l'enseignement, dans la restauration de luxe. C'est ça? Alors, oui, oui c'est ça, 48 ans. Ah, hein.
À 48 ans, en fait, elle a osé réorienter sa carrière dans l'enseignement, dans la restauration luxe, et elle s'est découvert une vraie vocation, une nouvelle passion qui est encore très présente dans sa vie d'aujourd'hui, puisque elle est présidente de Gastronomicum, cette école internationale culinaire et qui existe depuis 15 ans maintenant. J'ai créé il y a 15 ans. Ouais. Que tu as créé et fondé effectivement il y a 15 ans. Alors, eh bien, je vais démarrer par la première question. Avant, je crois que j'ai oublié de me présenter. Donc, moi, je suis Emmanuelle Jolivet, présidente de la société Emmanuel, qui est spécialisée dans l'accompagnement des femmes chefs d'entreprise et dirigeantes au niveau de leur leadership. Donc, moi, je les aide à oser être et agir en leader heureuse, en se révélant dans leur puissance. Et puis, grâce à la transformation neuro-émotionnelle business, et l'idée, c'est vraiment ma vocation de les amener à déployer leurs ailes pour monter toujours plus loin, toujours plus haut, et surtout en lâchant le mental et en utilisant leur intuition et toute leur créativité, parce que finalement, c'est tellement plus simple quand on fonctionne avec son intuition. On va chercher la performance sans force. Alors, Martine, on va démarrer. Alors, avant que tu commences à me poser des questions. Ah, je ne t'entends plus. Est-ce que tu m'entends, Martine? Je ne t'entends plus, moi. Ça va revenir. En mettant sur le sujet que tu as mis en valeur et qui est donc axé sur l'émotionnel en relation, l'impact de l'émotionnel sur le management. Et donc, je te remercie parce que c'est effectivement un sujet, à mon avis, extrêmement intéressant et qui touche tout le monde, où tout le monde va pouvoir retrouver quelque chose à piocher par rapport à son expérience personnelle. Et donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à faire cette interview ce soir avec toi. Merci, Martine. Effectivement, comme tu dis, hein, l'émotionnel dans le management, dans la relation, et en tout cas un point important. Alors, tu es une grande passionnée par la restauration et l'hôtellerie de luxe hein, depuis plus de 50 ans. Cette passion que tu as gardée intacte malgré les challenges, les hauts, les bas. D'où vient cette passion, en fait, ce désir pour ce milieu-là? Est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement, la passion dans ce métier, déjà, elle devient vite une sorte d'addiction. Hein. Souvent, c'est plus une passion, ce métier, c'est un virus. En ce moment, c'est très à la mode. Et donc, quand on l'a, on peut plus s'en débarrasser. Hein. Mais après avoir réfléchi à cette question, je pense qu'effectivement, cette passion vient de mon père, qui était un très bon vivant et qui était dans l'alimentaire. Il avait des boutiques de boucherie et après de poissonnerie. Donc, il était vraiment dans l'alimentaire grossiste. Et c'était un bon vivant qui aimait bien manger, qui aimait recevoir. Donc, et puis il fallait épater, donc on recevait toujours de façon extrêmement luxueuse et en utilisant les meilleurs produits, etc. Vraiment dans le luxe. Et donc, je pense que moi j'étais toute petite, j'ai baigné là-dedans très très jeune. Et après, mon père m'a proposé de rentrer à l'école hôtelière de Lausanne. Je ne savais pas trop où j'allais. Et j'ai dit oui, et puis j'ai découvert ma passion. Voilà. Donc, ça a démarré comme ça. Donc, finalement, un héritage familial. Oui, oui, quelque part, oui, même si mon père, oui, je pense que l'alimentaire, on reste toujours dans l'alimentaire, l'hôtellerie, la restauration, enfin surtout la restauration, on est très lié à l'alimentaire. Ok. Et qu'est-ce qui, finalement, dans ce métier,
te plaît le plus, t'anime, qui fait que finalement, 50 ans après, tu y es toujours, quoi. Ah ben oui, alors moi au début, avant que mon père me propose Lausanne, je voulais faire quelque chose en relation avec les langues étrangères parce que j'adore ce contact humain avec les gens et les étrangers, ben, tu découvres des nouvelles cultures, etc. Et donc l'hôtellerie, c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché quand j'ai fait Lausanne parce qu'il y avait 35 nationalités différentes dans ma classe et que effectivement, on pouvait découvrir d'autres cultures. Donc, donc, cette relation humaine très forte qu'on retrouve dans l'hôtellerie, à peu près dans tous les départements de l'hôtellerie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré, oui, parce que j'aime le relationnel humain. Oui, ça c'est vraiment le fil conducteur, Oui, le oui. côté Et puis, au humain. fur et à mesure de ma vie, je me suis rendu compte qu'il n'y a que ça qui compte dans la vie, c'est le relationnel humain. On met quelqu'un sur une île déserte, dans le confort le plus luxueux, il va déprimer et mourir parce que sans les autres, on n'existe pas. Si on est tout seul, on n'existe pas. Tu as complètement raison, sans les autres, on n'est rien. En fait, on est tous connectés ensemble et on le voit bien dans nos vies quand on évolue avec les autres et c'est comme ça qu'on avance. Qu'est-ce qui t'a guidé dans ta carrière et dans ta vie finalement? C'est quoi qu'est-ce qui t'a vraiment guidé, qui a été important pour toi, qui t'a Alors, guidé? moi, je suis une femme de challenge. Hein. Ouais, Plus mon fils aîné m'a dit, maman, de toute façon, toi, le jour où tu n'as plus de challenge, c'est parce que tu es morte. Voilà. Donc, et effectivement, pour moi, le challenge, c'est une façon de me faire avancer, c'est une façon de me donner des objectifs, c'est une façon de grandir, c'est une façon de me remettre en question. C'est les challenges. Le jour où j'ai plus de challenge dans une entreprise, je m'en vais. Voilà, ouais, parce que je m'ennuie. ouais, c'est ce qui nous porte en fait, Voilà. c'est le grand pourquoi. Effectivement, c'est ce qui nous anime et qui nous, en tout cas, qui nous pousse quoi. Oui, Sinon, qui on nous finit pousse. par Qui nous pousse. s'ennuyer. C'est notre vitamine. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça, notre vitamine, notre fuel. Et tiens, Voilà. est-ce que tu peux nous donner des exemples de challenges, en tout cas, qui t'ont animé, qui t'ont fait te dépasser Ah ben, alors, dans ta carrière, quoi. j'en ai J'imagine eu que pas mal. Hein, le il y premier, en a, c'est de, en sortant, hein, il y en a le premier, un c'est premier. oui, en sortant de Lausanne, à Ah, 22 ans, d'avoir l'opportunité de me retrouver comme directrice d'un hôtel de 4 étoiles à Munich, parce que je connaissais le propriétaire qui était le mari de la propriétaire de l'hôtel où j'avais fait mon stage à Munich. Et quand je lui ai dit que je voulais monter un restaurant à Munich, il m'a dit non, 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 t'inquiète pas, moi je vais ouvrir un hôtel, je te prends comme directrice. J'avais 22 ans, j'avais, à part mes stages, aucune expérience terrain. Et donc, ça, c'était un gros, gros challenge. Oui. ouais, ça c'est énorme, hein. 22 ans, prendre la direction à Munich, en plus dans un autre pays, Oui. d'un hôtel, hein, c'est assez fort. Et l'hôtel, il était déjà existant ou tu l'as Non, créé? non, non, c'était une création. C'était en plus, on a tout fait de A à Z, acheter le matériel, l'équipement, embaucher le personnel, faire les cahiers des charges pour tous les employés. Non, c'était trouver tous les Chapeau, fournisseurs. Comment? ça commençait déjà fort, le challenge, Ah, ça commençait fort, oui, ça commençait fort. Mais il était, euh, ouais, là, je me suis rendu compte qu'il me manquait encore un peu d'expérience, hein, quand même. ouais, ouais, c'est ça, tu as appris sur le tas, Oui. j'imagine. Ok. Euh, Finalement, quand tu repenses un peu à ce qui donne du sens, ce qui est important pour toi sur cette terre, euh, tu dirais finalement ta mission de vie, ce serait quoi? Parce que bon, bah voilà, aujourd'hui, tu as 73 ans, donc bah, tu as vécu plein de choses. Finalement, tu te dis, c'est quoi qui t'a porté? J'imagine que le voile, au fil des années, s'est levé.
Finalement, tu la décrirais comment, cette mission de vie que tu… Je me suis souvent posé la question, pour être honnête. Souvent, je me suis dit, mais bon, voilà, je suis là pourquoi? Quel est mon rôle? Et puis, je pense que c'est important de se poser la question et c'est important de se sentir avoir un rôle, une mission. Le mot me paraît un peu fort, mais au moins… alors, moi, j'ai eu cette chance de naître avec une forte personnalité, avec un caractère bien trempé, solide. Donc, j'ai éprouvé le besoin toute ma vie d'aider les moins forts que moi. Voilà, d'aider les gens plus faibles parce que je sais que c'est de la chance. C'est pas, c'est un don, c'est pas un don, c'est une qualité ou une capacité qu'on m'a donnée à la naissance, dont j'ai bien profité, effectivement, que j'ai bien développé, mais tout le monde n'a pas cette chance, hein. Et donc, je me suis dit que chaque fois que je pouvais, il fallait que j'aide les gens, voilà, et que je porte un peu les gens. Donc, j'ai beaucoup donné, beaucoup donné. Tu les as aidés à grandir. Effectivement, on a toujours quelqu'un qu'on peut aider, qui est en dessous de nous, hein, qui est en train de monter ses marches, et puis d'autres qui sont au-dessus, qui sont un peu comme nos mentors. On apprend d'eux, et puis après, on permet aux autres d'apprendre. En tout cas, toi, ça a été vraiment… et c'est ce qui porte encore aujourd'hui, parce que c'est ce que tu continues. Oui, ça, je pense qu'il n'y a pas d'âge, hein, pour ça, pour continuer. Et puis bon, j'ai beaucoup de retours quand je donne, hein, donc. Oui, tu reçois, tu te nourris. On en était à tes valeurs. Finalement, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui, dans ta vie, en tout cas, tu as besoin pour te révéler, être bien? Tu sais, ces valeurs, c'est ce moteur, quoi, dont on a besoin, qui est indispensable pour nous, sinon on n'avance pas, quoi. On ne se révèle pas. Alors, moi, il y a une valeur de base qui est essentielle, c'est le respect. Voilà. Je disais toujours à mes filles, si vous voulez qu'on vous respecte dans la vie, il faut commencer par respecter les autres. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les autres. Par contre, je ne supporte pas qu'on me manque de respect. Et ça, en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Alors, ça, c'est le point que je mettrais en premier. Et je le constate dans ma vie. Je peux être touchée très profondément si on m'en montre un gros manque de respect, ça me touche en profondeur, ça me touche vraiment. Est-ce que tu as un exemple? Je sais qu'on en avait discuté ensemble et que tu m'avais dit oui, à un moment donné, j'avais été tellement touchée, c'était à l'école. C'était un étudiant, un Sud-Coréen dans les anciens locaux de l'école, qui avait été odieux, qui avait été irrespectueux, presque insultant, alors qu'il venait pour une nouvelle rentrée et je me suis énervée et mon plus jeune fils était là qui m'a vu blanchir et m'a dit maman, on se calme là parce que là tu vas être malade et je me suis effectivement déclenché une crise de spasmophilie tellement ça m'a parce qu'il insistait lourdement alors qu'il était complètement en tort et ça m'agaçait quoi. Donc ça c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement dans le relationnel par rapport à tout ce que tu as géré, forcément ça a un lien avec ton histoire de vie, tout ça. Nos valeurs ou en tout cas les choses qui nous met en allergie, qui nous agacent, qui nous insupportent. Quel lien finalement tu fais avec ton histoire de vie, peut-être papa, maman, parce que souvent ça vient de là, hein, on reçoit… Ah oui, mais ça, effectivement, je pense que les relations avec les parents jouent un rôle, et puis les parents de ma génération, les enfants n'avaient pas le mot à dire, on devait, on pouvait pas communiquer, on pouvait pas s'exprimer, on devait obéir sans justificatif. Ce qui est plus du tout le cas et que évidemment j'ai fait tout l'inverse avec mes enfants parce que j'ai trouvé ça d'une injustice terrible de ne pas pouvoir m'exprimer. Pas pouvoir s'exprimer. Oui, pas pouvoir m'exprimer. Donc un papa très autoritaire, c'est ça, très directif. Très, un vrai dictateur, très autoritaire
et pour qui la famille n'avait pas une importance majeure. C'était plutôt les copains qui comptaient, mais à la maison, c'était pas. Voilà. Donc, on était un peu. Il fallait qu'on le mette en valeur chaque fois que c'était possible. Donc, me mettre à Lausanne, c'était se valoriser lui aussi. Parce que ma fille, elle fait Lausanne, qui est la meilleure. Bon, tant mieux, j'en ai profité. Alors, je vais pas critiquer, hein. Mais bon, j'en ai profité parce que quelque part, ça le mettait en valeur lui. Oui. L'ego, en tout cas, était, l'ego. Ah ouais, c'est ça, était récompensé, en tout cas. Oui, Bon, oui, oui, tout à fait. Et comme mon père était quelqu'un qui partait de rien et qui était devenu riche, qui était un nouveau riche, pour lui, c'était très important, cette valorisation. ouais. Ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis. Forcément, toi, petite fille, tu t'es sentie, en tout cas, l'autorité un peu en dessous, écrasée. À un moment donné, quand quelqu'un te manque de respect, bah, voilà, ça crée des liens. Et comme tu dis, cette forme d'injustice, d'allergie revient, quoi, et de manière forte. Oui, Ouais. oui. Ouais, donc, en tout cas, c'est intéressant. Ok, super. Et tiens, si toi qui as une carrière longue et où tu as géré des équipes énormes, puisque dans ces grands hôtels, hein, tu as géré jusqu'à combien de personnes? 120 employés au Beau Rivage, au Portugal. J'avais Oui, 120 employés, 100 chambres, 120 employés. ouais, d'accord, ok. Quelle vision, en fait, finalement, tu as de la vie et du business? Quand tu Alors, fais moi, ça? ce que j'ai constaté, alors ce qui est bien d'avoir 73 ans, c'est qu'on a eu le temps d'analyser un tas de choses Ouais, c'est ça. et, Ah, ça coupe! et puis de faire. Tu sais, c'est comme quand tu as Internet, tu vas trouver 50 réponses, puis après, tu fais la synthèse. Alors moi, maintenant, à 73 ans, je fais la synthèse de toutes les expériences que j'ai eues, la chance de voir, et il ressort des choses, effectivement, de ça. Et alors, il y a une chose qui ressort depuis pas mal de temps, c'est que, en tout cas, dans ma profession, dans l'hôtellerie, c'est que je trouve que aussi bien les propriétaires que les dirigeants attachent souvent beaucoup plus d'importance au matériel, à la partie immobilière de leur business, qu'à la partie humaine, qu'à la partie personnelle. Et je trouve que c'est une grosse erreur parce que on peut avoir le plus bel hôtel du monde dans la plus belle région avec le plus grand luxe. Si on n'a pas du personnel de qualité et en quantité suffisante, eh bien, l'hôtel fermera rapidement. Et on le voit bien avec la crise du Covid, hein, tous ces hôtels de luxe, ils n'ont pas les clients et bah, ils ont préféré fermer. Ça leur coûte moins cher d'être fermé que d'être ouvert. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, Donc, dans ce que l'élément humain, on revient à l'humain, hein, l'élément ça, humain dans un business est le nerf de la guerre. Et que c'est l'humain qui est prioritaire. Et c'est pour ça que moi, j'ai donné beaucoup d'attention à mon personnel parce que je savais qu'il était très important et que c'est lui qui faisait l'image de mon business. Et c'est lui qui allait me faire remplir mon business. c'est ça. Et comment tu lui donnais finalement cette importance à ton personnel? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est, ce côté humain, affectif, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu as des exemples? Qu'est-ce que tu faisais de particulier qui fait que je sais qu'à Paris, c'est Saint-Germain, hein, c'est ça, des Prés? Oui, l'hôtel l'hôtel rue des Beaux-Arts à Saint-Germain-des-Prés. Alors là, nous, on avait une petite équipe. C'était un boutique hôtel. C'était un petit hôtel de luxe, mais très, très, très plein de charme et avec un taux d'occupation impressionnant. On était plein 11 mois et demi de l'année. Hein. Mais quand tu l'as repris, c'était pas le cas. Ah non, c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas parce que le management avant était mauvais. Donc, ça travaillait pas mal parce que c'était un bel hôtel et tout ça, mais il y avait une équipe épouvantable. Donc,
Je pense que le personnel, quand le management est mauvais, le personnel devient mauvais. Hein. Souvent, on fait des reproches aux employés, mais quand l'employé est mauvais, c'est souvent au-dessus que ça pêche. Voilà. Oui, c'est ça. Et souvent, le patron se plaint de ses employés sans regarder ben, voilà, qu'est-ce qui se passe chez lui qui pourrait faire que. Bien sûr, bien sûr. Donc évidemment, il faut s'intéresser à ses employés, il faut les traiter correctement. Moi, je préfère parler de collaborateurs plutôt que d'employés parce que ça donne une notion d'équipe. Hein. J'ai toujours développé une chose qui est très importante dans l'hôtellerie, c'est l'esprit d'équipe, le team spirit. Ah oui, comme tu l'appelles, le team spirit. Le team spirit, c'est l'esprit d'équipe, Ouais. mais évidemment, c'est plus joli en anglais, hein, évidemment. Mais c'est très important parce que comme on a plein de départements dans l'hôtellerie et des fois, il y a un département qui va être dans le jus et l'autre pas et l'autre aura rien à faire. S'il y a cet esprit d'équipe, eh bien, on va pouvoir aller aider ceux qui en ont besoin et ce qui permet à chacun de venir travailler avec beaucoup plus de sérénité, sans stress, parce qu'il sait que s'il y a un coup de feu dans son département, les autres vont être là pour venir en renfort. Et ça, c'est très important pour la cohésion de l'équipe. Et le client s'en rend compte, parce que le client, il rentre dans cet établissement, il va sentir une bonne humeur, il va sentir une osmose, il va sentir voilà, cette cohésion et du coup, les gens sont plus souriants, sont plus détendus et inconsciemment, le client s'en rend compte. Et oui, il sent cette aura ou pas, en tout cas, voilà. Il sent la tension, il va ressentir la tension s'il y en a et il aura un mal-être. Il ne saura pas toujours mettre les mots dessus, mais il gardera un mauvais souvenir de son séjour. Donc, l'ambiance est hyper importante, c'est ce que tu dis. L'ambiance est très importante et puis, alors aussi la fidélisation du personnel. Parce que si on traite bien ses employés, eh ben, ils ne vont pas ailleurs, hein, on les garde. Et on sait, tout le monde sait. Il y a quand même du turnover. Alors, tout le monde sait que le turnover dans une entreprise, non seulement ça coûte très cher, parce que c'est du travail pour en chercher d'autres, et puis bon, il y a toujours un croisement entre l'ancien et le nouveau, etc. Ça coûte très cher. Et puis pour l'image de l'établissement, c'est pas bon. Pour la stabilité de la qualité de la prestation, c'est pas bon. Donc, on a tout intérêt à garder son personnel assez longtemps. Alors, je suis pas pour faire des durées comme on faisait dans le temps où on passait toute sa carrière dans la même profession, dans la même boîte, parce que je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, on perd un peu la motivation, on tombe un peu dans la routine et là, on devient moins bon. Hein. Je ne veux pas dire mauvais, parce que ça serait un peu péjoratif, mais je vais dire moins bon. Je reviens sur des exemples, effectivement, où vraiment, dans ton management, ça représente en tout cas tes clés. Je sais que l'équipe de Paris, hein, tu m'as raconté que tu l'as retrouvée vraiment ah ben oui, tu l'as récupérée au ras des pâquerettes, voilà. Bon, ça a été quoi tes clés pour en faire un waouh, enfin je dirais développer cette de manière incroyable. C'est beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus difficile de changer des mauvaises habitudes que de construire une nouvelle structure où on prend les gens qui ne connaissent pas autre chose et à qui on donne un cahier des charges. Tu vois, est-ce que tu as un exemple, en tout cas marquant, qui peut nous donner voilà, ton état d'esprit, enfin, tu vois, quelque chose de… Mon état d'esprit par rapport à quoi? Par rapport au… Dans le management, tu vois. Alors, dans le management, bon, et je pense que quand on se trouve dans une situation comme celle que j'ai eu à reprendre à l'hôtel à Paris, il faut être très persévérant parce que les choses ne vont pas se résoudre du jour au lendemain. Et ce n'est pas parce qu'on aura changé 2, 3 employés que tout sera réglé.
parce que si l'ensemble est mauvais, les bons qu'on va ramener, ils resteront pas. Donc, tant qu'on n'a pas mis la proportion de bons supérieure à la proportion de mauvais, c'est le changement permanent. Et j'ai changé de chef de rang, j'en ai changé 30 en 6 mois. Des maîtres d'hôtel, j'en ai passé au moins 5 en 6 mois. Ah oui, donc effectivement, il faut de la persévérance, ça complètement. Il faut de la persévérance, il faut de la ténacité, il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit parce que moi, on me disait, mais tu vas jamais y arriver de toute façon parce que là, tu vois, c'est tellement pourri que tu vas jamais. Je dis, mais alors là, vous ne me connaissez pas. Hein, parce que moi, plus le challenge est gros, plus ça me motive. Alors, donc voilà. Donc, et évidemment, j'ai galéré pas mal, j'ai beaucoup changé, échangé jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui tienne la route. Bon, ben ça, c'est rassurant pour nous, chefs d'entreprise, parce qu'effectivement, la problématique du personnel est une vraie problématique. Hein, les de équipes, plus en et plus. souvent, bah, c'est vrai que c'est quand même, comme tu le disais, hein, l'humain, c'est le plus important dans une entreprise. Sans nos collaborateurs, on n'est rien. Et à un moment donné, on commence à s'essouffler quand on se dit, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Et en tout cas, bah, merci pour cette belle preuve de persévérance, en tout cas qui nous encourage toutes, je dirais, à jamais rien lâcher jusqu'à, en tout cas. Alors ça c'est une chose. La deuxième, effectivement, c'est de cocooner son personnel quand il est bon, de bien le traiter. Alors moi, Qu'est-ce que tu faisais? T'as une anecdote? il trouve que j'en faisais un peu trop. Mais bon, mais moi, En je ne fait, peux pas me changer. C'est juste toi, quoi. voilà. Et moi, mes employés, c'est comme ma famille. Donc, je conçois qu'on puisse ne pas vouloir faire comme ça. Il n'y a pas qu'une. On n'entend plus Martine. On ne t'entend plus, Martine, décidément. Je suis heureuse de voir mes employés, alors que ce n'est plus mes employés, c'est ceux de mon fils. Mais je suis heureuse de les voir. Ils sont heureux de me voir. Et donc, voilà. Donc, c'est. Et ce que tu m'avais dit aussi, quelque chose qui paraît une évidence, hein, dans le bonjour du matin, parce que quand tu as quand même 100 et quelques collaborateurs, hein, Ouais. C'est du monde. Toi, qu'est-ce que tu faisais de particulier qui, quelque part, montre bien l'attention que tu oui, portes oui. à Alors ça, moi, la première chose que j'ai fait aussi bien à Lisbonne qu'à Genève, que partout, hein, c'est en arrivant, c'est d'aller dire bonjour à tout le monde. Alors, dire bonjour, leur demander comment ça va, s'ils n'ont pas de problème. Mais d'abord, c'est une question de respect, hein. C'est aussi montrer qu'on s'intéresse, c'est aussi leur donner la possibilité, s'ils ont un problème ponctuel, c'est de pouvoir m'en parler directement, sans être obligé de passer par tous les intermédiaires, parce que quand il y a 120 employés, il y a pas mal d'intermédiaires. Et puis, c'est d'avoir aussi, justement, quand l'équipe est très grande, pour eux, c'est un honneur d'avoir un contact direct, par exemple le plongeur. Pour lui, c'est un honneur d'avoir un contact direct avec la directrice générale qu'il n'a pas l'occasion d'avoir facilement en temps normal. Ouais. Donc, c'est le valoriser. Ouais, quand tu viens lui dire bonjour et lui demander comment ça va, forcément, ça crée d'autres relations. Oui, oui, oui. Et puis, on valorise les gens. On les rend importants. Je pense que, et ils sont importants parce que dans un hôtel, le plongeur est aussi important que n'importe qui. Parce que si on a une super cuisine et que les assiettes sont sales, ben, ça ne va pas aller, quoi. Donc, tout le monde dépend de tout le monde. Et donc, par contre, c'est beaucoup plus ingrat d'être plongeur que d'être cuisinier. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Effectivement, tu nous as décrit plein de belles qualités que tu as qui t'ont fait réussir, hein, comme la relation humaine, l'affectif, les compliments, le plaisir, la joie, etc., l'authenticité, le soin aussi de l'autre. Hein. Ça, c'est quelque chose de très féminin, le care, Oui, le fait de prendre soin des autres. le Moser. Voilà, et qui est très important dans
dans le management, hein, c'est le côté collectif cocooning. Tu dis que tu as géré ton business comme une famille. Quelles sont les qualités qui, au contraire, ont pu parfois te desservir? Parce que Alors, souvent, oui, bon, bah, les c'est extrêmes, elles peuvent nous desservir et nous amener exactement, bah, des c'est difficultés. l'inconvénient des avantages, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu du mal à dire non, donc Mhm. ça m'a desservi. Alors, plus dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, je dis plus facilement non. Mhm. Par contre, de donner beaucoup, des fois trop, et des fois à des gens à qui j'aurais pas dû donner. Bon, moi je regrette rien. Par principe, je regarde pas en arrière d'une part, mais je regrette jamais ce que j'ai fait parce que déjà ça sert à rien. Euh, et puis euh, et puis bon, donner, faut jamais regretter d'avoir donné. Hein. Et tu as un exemple, par exemple, où finalement, après, tu te dis, bon, bah tiens, si c'était à refaire, voilà, j'en tire ça comme apprentissage, ou tu aurais trop donné, et du coup, ça s'est retourné un peu contre toi. Oh ben oui, à l'école, j'ai rendu service à une amie en l'associant qui était dans la difficulté et qui voulait venir travailler avec moi. Moi, j'avais besoin de quelqu'un. Je l'ai associée à mon business et puis elle m'a volé pendant 3 ans. Ah, Et puis voilà. Puis quand je l'ai virée, elle m'a emmené au tribunal. Donc bon, bah, ça s'est bien terminé, mais ça m'a quand même beaucoup affecté. perturbé. Ça m'a beaucoup choqué aussi, parce que là, on en revient au respect. C'est ce C'était que j'allais dire. un Comment tu moment, l'as fais vécu? confiance à quelqu'un que tu connais encore en plus pour lui rendre service, C'est ça. et puis il te vole derrière. Enfin bon, et il te manque de respect sous plein de façons. Ça a été très très loin. Et là, comme tu restes béate de surprise parce que moi, je ne peux pas m'imaginer une seconde qu'on puisse me faire un truc pareil, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, C'est une forme d'abus. C'est une forme, ouais, effectivement, c'est de l'abus. Oui, d'abus, oui, hein. oui, 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 c'est de l'abus. Alors, je pense que j'ai tendance à faire trop confiance trop Mhm. vite aux gens. Mhm. Parce que on est tous pareils, parce que je pense qu'ils fonctionnent comme moi. Hein. Mhm. Alors que bah, tout le monde ne fonctionne pas comme moi, évidemment. Oui, 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 c'est ça, exactement. Donc, Mais je pense qu'on a tous tendance à faire cette erreur, à penser que les gens pensent comme nous. oui, c'est ça. Alors en fait, pas forcément. D'accord, ok. Et dans ta vie, là, quelles ont été tes plus grandes peurs et résistances, en tout cas celles qui auraient pu te freiner? En tout cas, d'un point de vue professionnel, après, on rentrera sur la partie Oui, alors, personnelle. bah, ce qui freine toujours un peu, c'est les finances, hein, parce que, alors au début, quand on est jeune, on se lance. Moi, je fonçais sans réfléchir. Hein. Mmh. Donc, je me suis ramassé quelques fois, mais bon, il y a que les gens qui font rien qui se ramassent pas. Ça, les Américains ont cette intelligence par rapport à l'échec que nous, on n'a pas encore, ou alors on est un peu plus hypocrite qu'eux dans ce domaine. Ouais, c'est ça. On n'accepte pas que les gens échouent, alors que l'échec fait partie de la réussite. C'est-à-dire que dans tous les gens qui ont monté des business colossaux, ils se sont tous plantés à un moment ou à un autre, ou dans un business ou un autre. Celui qui me dit qu'il a tout réussi à 100% toute sa vie, je pense que c'est un gros menteur. Voilà. Oui, c'est ça, Donc, c'est complètement faux. Donc, retenez la leçon, échouons, échouons, rien oui. n'est grave. Non, Euh, et dans l'échec, on grandit, et dans l'échec, on apprend. C'est dans la difficulté et dans les problèmes qu'on avance c'est ça. et qu'on progresse et qu'on apprend. Ouais. Et ce que tu dis, c'est important parce que changer sa vision de l'échec est capital, surtout dans des périodes qu'on vit en ce Oui, moment oui, où les business, certains business sont vraiment
très, très, très limite. Donc, quand on lâche cette peur de perdre, de se tromper, d'échouer, effectivement, c'est là où on va pouvoir recréer, se réinventer, parce que quand on est en stress et sous pression, il n'y a rien de bon, en tout cas, qui Ah oui, sort. tout à fait, tout à fait. Et Et c'est essentiel. C'est essentiel, c'est de pouvoir rebondir. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais toi, de toute façon, il t'arrive n'importe quoi, tu es comme les chats, tu retombes toujours sur tes pattes, tu rebondis. Alors, c'est vrai, parce que moi, ça me fait pas peur de me planter et de rebondir. D'ailleurs, bon, voilà, j'ai finalement après fait un business à mon compte qui a bien réussi, mais j'en ai fait 2, 3 avant à mon compte qui n'ont pas débouché sur quelque chose de très concret, que j'ai revendu au bout de quelques années. Mais c'est parce que je ne m'étais pas donné les moyens non plus. Et puis peut-être j'avais pas la motivation non plus. Enfin bon, oui, voilà. peu importe, ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter à ça et c'est de rebondir et c'est de repartir et de se dire qu'il y a plein de gens qui sont passés par là avant nous. Oui, c'est ça. Ok. Je vais revenir sur finalement ce qui a été le plus difficile sur un peu nos confidences, hein, puisqu'on est là aussi pour ça. Finalement, dans cette vie de femme, dans cette vie de chef d'entreprise, si tu faisais un résumé de tes 2 ou 3 grandes plus difficultés, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, ça a été quoi? Alors professionnel, c'est le fait d'être une femme, évidemment, ouais, dans l'hôtellerie, parce que à l'époque où je dirigeais les hôtels de luxe, il n'y avait que 5% de femmes directrices d'hôtels de luxe dans le monde. Oui. On t'a perdu. Quand j'étais à Lisbonne, j'étais interviewé toutes les semaines. C'était l'exception qui confirme la règle. Ouais. Et mon patron, qui était un ami, il était même jaloux. Il était jaloux parce que lui, il passait moins souvent dans les journaux que moi et ça l'agaçait, comme c'était un macho, ça l'agaçait prodigieusement. Donc, les hommes dans les hôtels de luxe, et particulièrement les chefs de cuisine, ont toujours essayé de me mettre des pots de banane à l'arrivée pour me tester. Ils me testaient. Parce que j'étais une femme. Donc, le fait d'être une femme dans beaucoup de milieux d'entreprise, c'est un handicap. Et puis, mais par contre, c'est aussi une motivation parce que c'est un challenge. Hein, c'est plus dur. Donc, c'est un challenge. Et moi, ça me plaisait parce que j'aime bien quand c'est compliqué, j'aime bien quand c'est difficile. Donc, il y avait de quoi se battre, en fait. Voilà. Donc ça a été la première difficulté, surtout qu'à l'époque, comme tu dis, il n'y avait que 5% de femmes. Donc, ah oui, oui, oui. En tout cas, merci pour les suivantes, puisque tu as été une pionnière qui, en tout cas, a permis de tracer la route pour les autres femmes. Donc, merci à toi d'avoir, en tout cas, contribué, parce que finalement, c'est grâce à des femmes comme toi qui quand je disais tout à l'heure, qui ont bougé les lignes, quoi. Et puis aujourd'hui, on voit encore un challenge. On le voit bien, hein, on avait la dernière femme, Isabelle Cocher, à la tête d'Engie, société du CAC 40. Aujourd'hui, depuis février 2020, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucune femme. Donc, on voit bien que ça reste encore un challenge. Ah oui, oui, oui. Dans les je pense que rien n'est gagné hein, pour l'instant. Rien n'est encore gagné. Et on a encore 20% de moins de salaire à poste égal pour les femmes dans la majeure partie des entreprises, ce que je trouve complètement scandaleux et révoltant, mais bon. Voilà. Parce qu'on a besoin du féminin, effectivement, dans ce monde, cet équilibre, d'avoir un monde plus, en tout cas, des business plus humains. On voit la différence et les résultats que ça porte dans le collaboratif. Hein, on a des hommes aussi qui le sont, et bien heureusement. Mais malheureusement, souvent, on est dans une… on peut être, je dirais, quand on est dans une énergie purement masculine,
parfois, ça peut déraper sur une motivation plus individuelle qui va créer de la compétition. Et l'énergie féminine qu'on a aussi chez l'homme, hein, forcément, va ramener un côté plus collectif et de care, comme on le disait tout à l'heure, de soins qui fait que les équipes se sentent bien et le redonnent en échange. Donc, tu nous as parlé de cette première difficulté, c'est le fait d'être une femme. La deuxième difficulté dans ta vie et dans ton parcours, là, la deuxième difficulté, oui, c'est quand on a des enfants et puis qu'on est divorcé. Comment gérer le timing, s'occuper des enfants. Moi, j'ai élevé mes fils en partie toute seule. Et donc, avec des horaires à rallonge, parce que dans l'hôtellerie, en plus, quand on a des postes à responsabilité, on sait quand on arrive à l'hôtel, mais on ne sait pas du tout quand on va en sortir. Et puis les week-ends, on y va également régulièrement. Bon, il faut être bien organisé. En tout cas, ça a été, c'est ça? Ah ben oui, alors ça, on parlait des choses importantes. L'organisation, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Ça a énormément d'avantages, l'organisation, parce que ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, ça enlève du stress, ça permet d'être meilleur aussi dans ce qu'on fait, parce que quand on fait les choses à la dernière minute, on est moins bon que si on les anticipe à l'avance et qu'on a le temps d'y réfléchir tranquillement, où là, on va en profondeur, on est meilleur. Donc, l'organisation, c'est vraiment pour moi très important et je sais pas faire sans organisation. D'accord, ok. Très bien, donc ça c'est un point. Je sais que les 12 premières années que tu as passées dans l'hôtellerie, hein, après Lausanne finalement, hein, ont été des années compliquées pour toi d'un point de vue personnel et puis Ah oui, aussi oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que d'autres femmes peuvent vivre la même chose ou en tout cas des difficultés voilà, de couple et autres. Et, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 ans quand même? Après Munich, j'ai épousé le chef de cuisine que j'avais embauché à l'hôtel à Munich, qui était un Français. Donc, c'était ton premier hôtel quand tu avais 22 ans, c'est ça? Voilà. Et donc, je l'ai épousé. Et puis, on est rentré en France pour se mettre à notre compte et on a racheté quand même que tu as failli dire peut-être. Oui, j'ai failli dire non le jour du mariage Voilà. parce qu'il y avait déjà de l'eau dans le gaz le jour du mariage, mais j'ai pas osé. J'ai dit mon père va me tuer si je dis non. C'est intéressant quand même. J'adore ce que tu dis. Je n'ai pas osé parce que sinon mon père il va me tuer. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et alors, ce qui s'est passé, qu'évidemment, ce que j'avais ressenti s'est bien produit, c'est-à-dire que les relations ont été très très difficiles et très conflictuelles. Et donc, j'ai vécu 12 ans de bagne parce qu'en plus, mon ex-mari voulait travailler non-stop, c'est-à-dire j'ai fait 12 ans sans vacances, sans week-end. 12 ans. 12 ans, oui. Les seules vacances que j'ai eues, c'est quand j'ai accouché de mes enfants. Donc, et voilà, donc ça a été un burn-out, ça a été une vie très, très difficile que je souhaite à personne, mais qui m'a quand même apporté du positif quelque part, parce que dans tout ce qu'on vit de négatif, il y a forcément du positif à ressortir. Et moi qui suis une personne très positive et très optimiste, j'ai quand même, malgré tout le négatif qu'il y avait là-dedans, il y en avait beaucoup, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a eu du positif aussi dans la tolérance aux autres, ce que ça t'a apporté derrière, c'est-à-dire que toi, ce que ça t'a apporté derrière, c'est ça, c'est ce que tu veux dire finalement, absolument, de ce que ça m'a apporté derrière, aussi bien dans le management des hommes, des gens
Parce que dans l'hôtel restaurant que nous avons repris, racheté, j'ai tout fait. J'ai fait les chambres, j'ai fait la plonge, j'ai tout fait. Donc, après, pour gérer du personnel, quand on a fait le terrain, et moi, si un plongeur me disait non, non, mais c'est la machine qui marche pas, je lui disais attends, tu veux que je te montre? Je vais relever les manches et puis je vais te montrer comment se sert la machine à laver. Donc, on pouvait pas me raconter des cracks parce que ça marchait pas quand on. Donc, l'expérience terrain, oui, c'est très utile. Et ça m'a servi à être aussi beaucoup plus, oui. Émotionnellement, ça t'a servi finalement de vivre cette souffrance. Oui, ça m'a d'être beaucoup plus tolérante avec les autres. Je pense que moins dur, plus tolérante. Et je pense que mon mari traitait très mal les employés. Donc ça aussi, ça m'a orienté vers ce besoin de très bien traiter le personnel. J'étais en conflit avec lui parce que je lui disais, tu peux pas traiter les gens comme ça, tu peux pas. Et il me disait, il faut me soutenir parce que tu es la femme du patron, il faut que tu me soutiennes. Je dis non, je peux pas te soutenir parce que je suis pas d'accord avec toi. Donc ça, je ferai jamais. Voilà. Oui, d'accord, ok. Ouais. Ouais, donc c'est intéressant aussi quand on regarde ça par rapport à ton histoire. Tu avais vécu déjà dans l'univers familial avec ton papa des choses compliquées. Effectivement, retrouver cette manipulation, ce côté autoritaire et écrasant finalement de l'homme, hein, où tu avais déjà l'image de l'homme dans tes cellules finalement qui n'étaient pas très bonnes. Toute jeune, pouf, tu t'es finalement attiré, en tout cas une partie de ça qui t'a, en tout cas que tu as traîné finalement pendant des années, même si évidemment ça a des avantages et puis ça fait avancer, hein. Quelque part, à un moment donné, comme tu dis, on en tire des choses positives, voilà, on avance, etc. Donc, en tout cas, c'est intéressant de relire ces choses-là, d'où l'intérêt de émotionnellement aller se libérer de son passé, parce que quand on l'a encore finalement dans ses cellules, ben, par ricochet, on s'attire les situations. Donc, quand on peut se les éviter, c'est quand même mieux, puisque tu disais que finalement, après, tu as déclenché, je veux dire, ça a été un peu le déclenchement de crise que tu pouvais avoir de spasmophilie. Ah oui, oui. J'ai eu beaucoup de. La spasmophilie, c'est venu la suite du burn-out avec plus de magnésium, plus de fer, plus de calcium. Bon, j'étais vraiment au bout j'avais l'organisme avec plein de carences. Et donc, la spasmophilie est sortie de là parce que c'est lié au système nerveux. Et quand tu as trop de carences, le système nerveux prend le pas et c'est là que. Voilà. Donc, oui, le stress, la pression, enfin, toutes ces choses-là. Oui, voilà. OK. Et je vivais avec le stress en permanence parce que comme il y avait très peu de personnel au service, moi je faisais le service entre autres. Pendant ces 12 années-là, pendant ces 12 années, c'est ça? Oui. Et il ne fallait pas refuser un client, même quand c'était plein. Donc, c'était tellement, ça m'a tellement traumatisé que pendant 60 ans, pas 60 ans, pendant plus de 20 ans après, je faisais des cauchemars que j'avais fermé la porte du restaurant à clé parce que c'était plein et que les gens rentraient par les fenêtres, par l'arrière. J'ai fait le même cauchemar un nombre de fois incalculable. C'est pour te dire que ça m'avait traumatisé vraiment profondément cette notion d'être dans le jus et parce que il fallait pas refuser. Mon mari n'acceptait pas qu'on refuse des clients. Voilà. Ouais. Donc c'est intéressant le poids, effectivement, et la pression que l'un peut avoir sur le subconscient. Oui, c'est ça. Et puis ça reste intéressant de se déprogrammer pour se reprogrammer. Oui. D'accord, ok, super. Donc, bon, heureusement, ça n'a duré que 12 ans. 12 ans. Que 12 ans. Que 12 ans.
que 12 ans et que tu es de nature positive et que tu as pris la décision de divorcer, Oui, c'est ça? tout à fait, tout à fait. J'ai Et, j'ai- j'ai vu à un moment que c'était, si je m'en allais pas, ça allait très 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 mal se finir. Et ouais, donc, voilà, je me suis vu à l'extérieur comme ça. Et puis, et là, j'ai pris une décision très vite, hein, très très vite, qui était non négociable. J'ai ouais, c'est prévenu ça. tout de suite, je lui ai dit, tu cherches pas à négocier parce que là, il n'y a plus rien à faire, c'est non négociable. Oui, d'accord. Ouais, effectivement, tu me disais que quand tu prenais des décisions, il y avait une réflexion et après, fouf, tu y Oui, bah, allais. j'étais un peu longue, je suis un peu longue à prendre les décisions, mais après, quand c'est pris, il n'y a pas de retour. Après, après, il n'y a pas de retour Non. possible, tu Ah vas ouais. et tu t'engages. Donc, bah, cette carrière, en tout cas incroyable, de plus de 50 ans en tant que dirigeante, avec ses hauts et ses bas, hein, que tu nous as raconté, tes plus beaux succès. Alors, mes plus beaux succès, bah, mis à part, alors professionnellement, c'est Lisbonne, le Saint-Lux, parce que c'était une création d'un Mm. Palacio, et donc j'ai fait tout de A à Z, et donc avec une équipe fantastique, du vrai Saint-Lux, bon, un bonheur, quoi, un bonheur. Donc ça a été professionnellement sur le côté purement prestation de service, c'était très bon. À Paris, l'hôtel, c'était l'équipe et le côté humain très très fort qui s'est construit. Je suis encore en contact avec des anciens employés de l'époque. Aussi vraiment très fort. On avait une communion dans le travail qui était fantastique. Ouais. Euh, Bah non, professionnellement, ma grande fierté, c'est mes fils, parce que je trouve que… Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tes fils finalement dans l'histoire, je dirais, ton histoire professionnelle et l'histoire Ouais, familiale, mais mes comment fils, ils s'intègrent? oui, mes fils, ils se sont retrouvés au milieu d'un hôtel où on bossait. Il y avait le landau dans la cuisine parce que pour pouvoir le surveiller tout en faisant le service. Donc, je les enfermais dans une chambre pour faire la sieste pendant le service de midi, et puis, pour pas qu'ils fassent de bêtises pendant que j'étais absolument pas disponible. Oui, c'est ça. Voilà, donc s'il fallait aussi là une organisation qui était vraiment pas évident. Mon plus jeune fils, quand je faisais les chambres, qui lui était une terreur, je l'enfermais à clé dans la chambre avec moi pendant que je la faisais pour pas qu'il tombe dans les escaliers quand il avait 2 ans et demi, 3 ans. Enfin bon, ça a été très sportif comme chose. Alors ils ont baigné dans l'hôtellerie et la restauration des gamins. Mon fils aîné, lui, m'a dit, votre métier de fou, vous travaillez tout le temps, ce sera hors de question pour moi. Niet, C'est lui, c'est lui qui dirige l'école maintenant à Hague. c'est ça. Toi, tu es la Enfin, présidente. ça n'a rien à voir au niveau rythme de vie Oui, que un hôtel avec ce reste. qu'on faisait, hein. Et puis Ouais. mon plus jeune fils, bah, lui, il voulait être pâtissier à 5 ans, et lui, ça ne l'a pas du tout découragé. Et il est effectivement pâtissier. Il a, il a terminé sous-chef au Georges V. Il est consultant international à son compte. Il va dans le monde entier représenter des maisons comme Andros, c'est moi, PCB, etc. Et donc, il fait une belle carrière professionnelle aussi. Et mon fils aîné, qui dirige l'école maintenant, a très bien réussi aussi à reprendre la suite derrière maman, ce qui n'était pas évident, et à Oui, faire sa place. Mais je n'interfère pas. C'est-à-dire, quand on laisse la place, il faut laisser la place. Il ne faut pas faire oui. l'erreur Ça, que c'est font pas beaucoup de facile non parents. plus. Oui, oui, Beaucoup c'est de ça. parents, c'est de passer le bâton, mais d'être derrière pour faire des remarques tout le temps. Ça, c'est pas possible, hein. Donc, on communique avec mon fils. Je donne mon opinion quand j'en ai une.
sur certaines choses, mais c'est une opinion, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est une opinion. Oui, c'est On ça. comprend ou on comprend pas. Voilà. Et aujourd'hui, dans tes fonctions par rapport à Gastronomicom, donc tu es présidente, aujourd'hui tu t'occupes de quoi? Parce que c'est ton fils qui dirige, mais tu as encore quoi comme fonction? Moi, officiellement, j'ai plus d'activité réelle. Officieusement, je m'occupe toujours ce qu'on appelle le branding, c'est-à-dire du développement de la marque, faire connaître la marque Gastronomicom un peu partout à l'étranger. Donc, je rentre en relation avec d'autres écoles de cuisine ou de gastronomie dans d'autres pays étrangers pour faire des programmes de partenariat avec eux ou des franchises. Si on me demande. Et alors, quand Martine vous dit qu'elle fait plus grand-chose, déjà, c'est déjà une belle occupation que d'aller développer, Oui. de travailler Bah, sur je fais aussi quelques cours de consulting de management à des anciens élèves ou je fais un cours de projet de carrière à l'école le dernier mois pour aider les étudiants à avoir des objectifs de carrière à moyen terme, à court terme et à long terme parce que je me suis rendu compte que souvent ils font des formations mais qui n'ont aucun objectif. Et donc, moi, le but, c'est de les inciter à faire des choix et à se poser des objectifs, voilà, qui les tirent vers le haut. Oui, c'est ça, et qu'il y ait un alignement avec qui ils sont et que tout soit cohérent, c'est ça, c'est ce que tu me Que disais. ça soit cohérent et puis qu'ils ne se fourvoient pas sur des mauvais chemins dès le départ parce que ça risque de mettre en péril leur carrière, leur progression de carrière. Alors, je voudrais revenir sur un point parce que je le trouve assez exceptionnel quand même ce point. Et donc, tu as décidé il n'y a pas si longtemps, parce que finalement, tu es revenu des États-Unis il y a tout juste 1 an, c'est tout. Oui. Tu as créé en fait Gastronomicom à Miami, Oui. une entité. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment ça s'est passé, puis surtout finalement cette aventure américaine, parce que tu n'avais jamais mis les pieds aux États-Unis. Oui. Oh, ben, en fait, j'avais une américaine venue faire. J'avais jamais. Non, jamais. Je me suis dit, je vais pas mourir idiote quand même. Il faut quand même que. T'avais quel âge quand tu as lancé Gastronomicom Miami? 68 ans. 68 ans. Oui, il y a 5 ans, voilà. 67. Quand je suis parti d'abord à Miami, j'avais 67. Voilà. Et un point aussi qui est quand même important à noter, c'est quand tu as lancé Gastronomicom, que tu as décidé de lancer l'école internationale, tu avais quel âge? Parce que nous, j'avais 58 ans. 58 ans. Voilà. Donc, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, l'école a 15 ans. Enfin, je veux dire, elle s'est développée, elle est sur un beau campus. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Ah, j'ai un très beau campus, oui. Dites-vous, mesdames, même à 58 ans, eh bien, voilà, il est toujours temps de monter une entreprise. Oui, absolument. Il n'y a pas d'âge. Il y a 2 choses importantes. Bon, c'est d'être dans une santé relativement correcte, hein, pas avoir de gros problèmes de santé. Et la deuxième chose, c'est d'avoir envie, c'est d'être motivé, c'est d'avoir envie. Si on a envie et qu'on a envie, et qu'on a la santé, pourquoi pas faire, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui empêche? Moi, j'ai monté l'école à 58 ans avec 2000 €. Hein, donc, zéro budget. J'ai tout loué au départ parce que je voulais pas risquer de perdre ce que j'avais gagné difficilement pendant toutes ces années de dur labeur. Donc, je me dis, je touche pas au capital, donc il faut que je fasse avec rien. Donc, j'ai démarré avec 2000 €. J'avais une amie qui a mis 2000 € aussi, donc 4000 €. Voilà. Et maintenant, on a un campus de 800 mètres carrés sur 3000 mètres carrés de terrain, magnifique, à Agde. Et donc, voilà, oui, ça, je suis fier. Je suis fier. C'est une belle fierté. Et donc, Miami, voilà, l'idée de lancer Gastronomicom, l'école à Miami. Ah oui, alors, je venais de finir le nouveau campus à Agde.
Oui. J'avais un peu discuté avec mon fils si ça le tentait pas de reprendre comme ça, mais bon. Et puis une Américaine vient faire un cours de 3 mois chez nous, une Américaine très très riche de Floride. Et puis je me suis dit oh là là, comment je vais gérer cette femme parce que elle était tellement riche et elle avait l'air caractérielle et tout ça. Et puis finalement elle est arrivée. Et elle était géniale, elle était bosseuse, super. Et on est devenus très amis. Et c'est elle qui m'a dit, elle m'a dit, mais Martine, on n'a pas ce genre d'école et ce niveau de qualité en Floride, il faut absolument que tu viennes et tout. Moi, ça a fait tilt. Je pense que j'étais mûre pour un Oui. challenge. Parce que là, moi, Un quand j'ai petit peu de challenge. il faut un challenge. Et là, tout était fait. Il n'y avait plus qu'à gérer et à entretenir. Mon fils, ça lui va parfaitement parce que lui, il n'a pas du tout la même personnalité que moi. Lui, il m'a dit, maman, toi, tu es la locomotive et moi, je suis le le très bon premier wagon. Et donc, lui, ça lui allait parfaitement de reprendre un truc qui était, il m'a dit, tu as fait le plus gros, tu as fait le plus dur. Maintenant, moi, il faut que j'entretienne et que je développe. Voilà. Et il fait ça très, très bien. Et donc, pour moi, j'étais mûre pour un nouveau challenge. Allez Donc, hop, elle m'a piqué au vif juste où il fallait pas. c'est ça. Est-ce que tu vas être capable de lancer à Miami? Bon. Voilà. Et donc, voilà, je suis partie à Miami. Je connaissais personne sauf elle, qui n'avait pas le temps parce que son mari était très, très malade et que, voilà, elle n'avait pas beaucoup de temps. Donc, bon, heureusement, je parlais l'anglais parce que j'ai vu des Français arriver à Miami sans parler un mot d'anglais. Là, je trouve ça quand même très Ouais. suicidaire. Euh, c'est déjà difficile quand on parle anglais, alors. Mais bon, c'était une expérience extraordinaire euh, qui m'a enrichi, qui m'a apporté. Ça a été extrêmement difficile parce que créer de zéro un business en Floride, enfin aux États-Unis, mais particulièrement en Floride, qui est très Amérique du Sud, c'est vraiment alors un des plus gros challenges de ma vie. Mmh. Je suis allé jusqu'au bout, ce qui était Ouais. important. Et quand tu dis c'est un des plus gros challenges de ta vie, c'est quoi qui a été le plus difficile finalement? Oh, ben, c'était le côté administratif, le côté création du business, parce que nous, on se plaint de l'administration en France, mais c'est rien à côté de chez eux, parce que chez eux, c'est dispatché. On ne sait pas ce qu'on doit avoir comme papier, ce qu'on doit avoir comme autorisation. On demande aux gens, personne ne vous dit personne ne sait rien. Tout le monde vous renvoie à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est Qu'est-ce qui fait que finalement tu t'es pas dit ouh là là, non mais c'est pas pour moi, je suis seule, je vais pas y arriver, etc. Ah Qu'est-ce ben qui j'ai fait failli. que tu as Non, réalisé? alors, j'ai failli partir 2 fois. J'ai failli rentrer Ah 2 fois. bon, Je ne suis pas rentrée parce que j'ai un ami qui avait mis des sous dedans. Et oui. par rapport à lui, je me sentais pas bien de lui faire perdre son argent. Donc, si ça avait été que de moi, l'argent, ça n'a jamais été mon moteur, l'argent. Je suis pas une femme qui fait les choses pour l'argent. Mhm. Euh, et lui, comme il a mis des sous, je me suis dit, je peux pas, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Voilà. Mais Mhm. sinon, oui, j'ai failli tout plaquer 2 fois. Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc ça t'a demandé beaucoup de persévérance, comme un champion, une championne qui ne Oui, 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 lâche. oui, tout à fait, tout à fait. Ok, Oui, oui, il faut s'accrocher vraiment, c'est parce ça. que quand on vous dit pour faire un bail, il faut avoir une licence, non, comment il faut, pour pouvoir avoir un bail, il faut avoir une autorisation du département d'éducation, une licence d'éducation. Et Mhm. puis, pour avoir une licence d'éducation, il faut déjà avoir un bail. Hein. Donc, alors, tu fais comment, toi, là? Ouais, c'est ça. Oui, c'est compliqué. Et finalement, quel plaisir t'as trouvé là-bas? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Parce que tu y es resté quand même 4 ans, c'est Cinq ça? ans, ouais, 5 ans. 5 ans? Ouais. Bah, pas Qu'est-ce tout à qui fait, 4 ans et demi. finalement qu'est-ce que tu as aimé?
Alors qui t'a porté? moi, quand je suis immergée dans le challenge, je vis dans ma bulle. C'est-à-dire que je vois un peu ce qui est autour, mais ça ne me touche pas. Alors, j'ai aimé, bon, alors le climat, c'est compliqué, c'est difficile. Ce que j'ai pas du tout aimé, c'est les ouragans. Hein, donc ça, c'est très Anxiogène. anxiogène, Ouais, très, très stressant. Je m'en suis fait 2 en 5 ans. Vraiment, c'est pas facile. Le climat très humide, c'est très difficile aussi. il était, enfin, Toute l'année, non, c'est très humide tout le temps. Hein, oui. c'est très humide tout le temps. Au bout de 6 mois, les tables en inox commençaient à rouiller à l'école. Il a fallu que je mette des déshumidificateurs dans les classes. Ouais, Donc, d'accord. c'est vraiment la culture très, très différente. Donc, de toute façon, ce qui est intéressant quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, c'est de découvrir. Moi, je suis très curieuse de découvrir aussi bien l'alimentation que la culture de tout ce que je ne connais pas. Donc, il y a cette découverte qui prend un certain temps, mais la vraie découverte, pas celle du touriste qui vient passer 15 jours de vacances. Ça, c'est la fausse découverte. Moi, je parle de la vraie. C'est voir comment les gens fonctionnent et comment ils vivent réellement et voilà, et vivent comme eux. Enfin, essayer de vivre comme eux. Et ça prend du temps. Et quand on est très occupé à côté par le business, 5 ans, c'était le minimum. Voilà, c'était juste ce qu'il fallait pour. Ok. Et maintenant que tu es rentrée en fait en France depuis un an, tu es en retraite. Enfin bon. Je suis rentrée, oui, parce que voilà, déjà, j'avais un gros manque de mes enfants, mes petits-enfants. Et puis aussi la culture française, parce que bon, il y a plein de défauts en France, mais on est quand même un pays. On est quand même pas mal. On est quand Comment même. s'organise ta vie là maintenant finalement, parce que c'est un nouveau challenge, bon, avec toutes tes activités professionnelles, mais finalement, comment tu es en train de réorganiser et quels sont tes prochains désirs? Oui, alors ça m'a pris un peu de temps quand même pour. Alors d'abord, au début, j'ai décompressé, j'ai vraiment rien fait, et puis j'ai commencé à avoir des envies de ceci, des envies de cela. Beaucoup, j'ai plein de hobbies, j'ai plein de choses qui me plaisent, et je peux pas tout faire. Alors j'ai déjà éliminé ce que je pouvais pas faire parce que par rapport à l'âge, ou ce que je voulais pas faire parce que ça me prend trop de temps. Et puis voilà, donc j'ai un peu sélectionné. C'est en cours de finalisation la sélection. D'accord, Donc je fais ok. de la peinture, je me remets à la musique parce que j'ai fait pas mal de musique quand j'étais jeune. Je vais me remettre au golf que j'ai commencé X fois, mais j'ai jamais pu aller loin parce que il faut avoir du temps et moi j'avais pas de temps. Et puis je vais voir aussi un tas d'amis que je me suis fait à droite à gauche dans les pays d'Europe et que j'ai pas eu le temps que j'ai pas vu depuis très longtemps. Donc je vais faire la tournée des amis Ça, donc t'en profites pour voyager. je voyage. Je vais voir un peu des coins, pas trop loin parce que les longs courriers, j'en ai marre. Donc, Oui, des heures de vol maximum de 2 heures, entre 2 heures et demie. ouais, d'accord, ok. Et quels sont tes prochains désirs que tu as finalement au plus profond de ton cœur pour la suite, quoi? Parce que tu es une femme de challenge et comme tu l'as dit, c'est ce qui te donne en tout cas de la joie, de l'envie, c'est ton moteur. Donc, quels sont tes prochains désirs tu as au Oui, plus profond alors de ton cœur? bon, Que alors la tu vas faire, peinture, tu vas faire, hein, je ne sais pas, mais en tout cas qui te porte, que tu aurais envie. ce que j'ai toujours aimé faire dans ma vie, c'est l'humanitaire. J'ai souvent utilisé mais ça rejoint le don, ça rejoint la gestion maternelle de trucs, de mes entreprises. Je pense c'est aider les plus défavorisés, donc sous forme diverses. J'ai eu une association de femmes chefs d'entreprise à une époque avant de monter mon école, à l'époque où j'étais à Vatel.
où les bénéfices de nos actions allaient aux enfants maltraités. J'ai fait des actions pour le Téléthon à l'école à Agde. On a fait des repas pour 280 personnes avec les étudiants. Bon, j'ai fait des actions comme ça. J'aimerais retrouver, maintenant que j'ai plus de temps, une forme d'action de ce style. Sauf que je peux pas faire quelque chose où je m'engage de façon complète parce que j'ai besoin d'avoir cette liberté qui m'est très chère déjà et pour voyager, voilà, pour faire les autres activités. Donc, il faut que je trouve quelque chose que je peux faire de façon ponctuelle, voilà. Mais j'ai toujours été attirée par ça et je l'ai toujours fait. J'ai toujours utilisé mes hôtels plus ou moins pour le faire ou les écoles. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, donc cette partie humanitaire, elle a toujours été importante pour toi et dans ton cœur. En résumé, qu'est-ce que tu as transformé finalement le plus de l'intérieur au fil de toutes ces années? Finalement, Martine, forcément, tu évolues dans toute cette vie. Qu'est-ce que tu as transformé le plus de l'intérieur finalement, où tu te dis aujourd'hui, waouh, Alors j'ai quand bon, même aujourd'hui, fait. déjà, j'ai plus de stress. Alors ça, c'est un Ouais. bonheur. Bah, je trouve que d'être âgé, ça a plein d'avantages. Alors, plus de stress parce que je suis plus en vraie activité. Plus de compte à rendre. J'ai pas de compte à rendre. J'ai rien à prouver à personne. Donc, Ouais, ça, c'est intéressant. Parce que ouais. souvent, on se met une pression parce qu'on se Ah dit bah qu'on doit oui, prouver, surtout en tant que femme, alors qu'en fait, ouais, bah, c'est une perception. bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai plus rien à prouver à personne. Donc, je peux être moi-même à 300% et vivre comme je veux. C'est un vrai luxe, hein. C'est un vrai luxe, ça. Ouais. Ce que je trouve Euh, intéressant, c'est ce que tu me disais quand aujourd'hui tu es en train de monter des partenariats à Taïwan avec différents, avec la Grèce pour ouais, l'école et tout ça, parce que bon, tu es quand même encore en activité, sans, même si tu dis que non. un peu, un Euh, peu. voilà, un peu, un peu. Comme tu dis, tu vas avec tellement de détachement que finalement les choses se font naturellement. En tout cas, c'est une posture complètement différente Ah qui oui, amène parce des que résultats, quoi. C'est y a génial. pas, y a pas d'enjeu. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas d'investissement, donc il n'y a y a rien à perdre. On peut que gagner. Il n'y a pas beaucoup de jeux où on ne peut que gagner, quoi. Ouais, c'est ça. C'est formidable, c'est Ouais. formidable. Donc, Donc, en fait, tu as développé cette paix intérieure. oui, 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 c'est une paix intérieure. Et puis, alors le fait aussi d'avoir, je pense que le fait d'avoir eu une vie très remplie fait que j'ai plein de souvenirs et que, bon, je commence à écrire un peu ma vie, à essayer de mettre sur papier pour mes petites filles. Hein, je le fais en fait plus pour mes petits enfants que. Ouais. Et puis mon neveu, il m'a demandé aussi parce que voilà, j'ai qu'un neveu et, et et je suis sereine d'avoir vécu tout ça parce que je me dis voilà, maintenant si je disparais demain, c'est pas grave. J'ai vraiment eu une vie riche. Super. Donc c'est très, c'est une belle, c'est satisfaisant de se dire et moi alors on revient à mes parents parce que pourquoi je te dis ça? C'est parce que ma mère, elle a jamais travaillé. Enfin, elle a travaillé très jeune, mais quand elle a épousé mon père, elle a plus travaillé. Et elle était femme au foyer. Et je me disais toujours, mais ma mère, quand elle aura 80 ans et qu'elle va faire le bilan de sa vie, elle va se dire quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Ah, rien. Elle a rien fait de sa vie, quoi. Et pour moi, c'était tragique de pouvoir se dire à la fin de sa vie qu'on n'a rien fait de sa vie, quoi. C'est l'horreur. Et Et donc, c'est pour ça que tu en as fait autant et que tu en fais oh, toujours. je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, je suis très contente. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir fait tout ça. Même si des fois, il y a des trucs, je me dis, comment tu as fait, comment tu as fait pour faire ça? Mes fils aussi, ils me disent, mais maman, comment tu as fait? Je dis, écoute, honnêtement, je ne sais pas parce que je suis. Tu avais été porté par une motivation interne Ouais, 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 ouais.
oui, puis tu as l'énergie à 30 ans, à 22 ans, quand tu c'est ça. vois jour et nuit, là, tu as une énergie débordante, quoi. Puis alors, l'énergie, en plus, stimulée par le challenge, c'est comme si tu avais bu de la vitamine, tu vois, C, mais en bouteille. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un dernier projet dont tu m'as parlé qui te tient à cœur, un projet de vie personnel qui pour toi, en tout cas, si jamais il pouvait se réaliser, il serait important. C'est quoi ce projet Tu parles au niveau de la cohabitation, hein? Oui, De c'est quoi tu ça, parles? oui. Oui, c'est ça. Oui, bah, je me suis dit que, et justement, j'ai regardé depuis qu'on s'était parlé, j'ai regardé un peu sur Internet. En fait, j'ai inventorié, c'est un truc qui se développe de plus en plus et qui, je pense, va se développer encore plus. C'est pour les seniors, c'est la cohabitation, c'est-à-dire que c'est de partager La une colocation. grande maison avec chacun son espace. Donc, on a chacun ou chacune son indépendance. On a les avantages d'être deux, de ne pas être seul, d'être deux dans un bâtiment, et les avantages de son indépendance. Comment? Tu voudrais acheter une maison où en fait tu Voilà, partages. acheter ou louer, ça dépend, Ouais. avec une autre personne, du même âge ou plus jeune, parce que finalement, je réfléchis que ça peut être quelqu'un de plus jeune, parce qu'à partir du moment où chacun a son indépendance de vie, en fait, l'âge importe peu. Alors peut-être pour le jeune, c'est peut-être plus intéressant de ne pas avoir quelqu'un de trop âgé avec, ça c'est possible, j'en sais rien. Mais voilà, je vois que des avantages dans ce système si c'est bien fait au départ et si on a bien chacun ou chacune son espace personnel, Ouais, c'est intéressant. d'avoir Ouais. une grande maison, d'avoir un jardin, d'avoir voilà, Et puis de partager, voilà, partager quand on veut, voilà. et de voilà et de continuer à vivre ses passions tout en étant voilà, tout en étant accompagné, quoi. Donc prochain challenge, c'est ça? C'est ton prochain challenge? Tu m'entends peut-être plus. De pas être. Comment? Non, je disais, c'est ton prochain challenge. Oui, 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 c'est encore un challenge. Bah, moi, j'aime bien les innovations, hein. Ah, je suis très, mes fils, par exemple, tout ce qui est technologie de dernière génération, moi, je prends, hein. J'ai la montre connectée, j'ai le truc connecté, Ah j'ai oui. le. Martine, elle euh, est incroyable. Elle a toutes les choses dernier cri. C'est ah oui, incroyable. oui. Ah oui, oui, oui. Comment J'ai la clé USB qui te repique toutes les photos qui peuvent être placées n'importe où sur ton ordinateur et qui te les classe, qui te les range. C'est le top, quoi. Moi, tout ce qui me j'adore. permet de me faciliter la vie, je prends. C'est ça, j'adore Martine. Tiens, deux dernières questions. Comment est-ce que tu vois l'économie? Ça m'intéresse de savoir de ta position. Comment est-ce que tu vois l'économie et son évolution? Quelle est ta Ah oui, vision? alors ça, Ça, c'est c'est intéressant. une question très intéressante sur laquelle je réfléchis beaucoup et j'écoute beaucoup d'émissions politiques sur le sujet. Je trouve qu'on vit une période extrêmement intéressante parce qu'on vit une période qui était une période charnière avec un bouleversement colossal, aussi bien climatique que sociétal, que je pense c'est une troisième chose, bon, le climat, la société, Économie? économique évidemment, communication, parce que Oui. Technologie? Internet a chamboulé le mode de communication et on l'a vu avec le télétravail, on l'a vu avec les réseaux sociaux, tout ça a chamboulé tout. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que nos gouvernements, parce qu'il n'y a pas que le nôtre, un peu partout en Europe et dans le monde, n'ont pas suivi avec cette évolution de la société. Donc nos modes de gouvernement sont obsolètes.
Il faut qu'ils voient nos modes d'économie sont obsolètes aussi. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. L'économie basée sur la consommation, c'est fini, c'est dépassé. On va être obligé de revenir à des consommations plus raisonnables parce que ça pollue trop la planète. Donc, la consommation à tout prix, le matériel qui n'est pas solide, qui se casse, qu'il faut changer, qu'il faut jeter, ça va se terminer parce qu'on n'aura pas le choix. Il faudra qu'on passe à revenir à l'essentiel. Hein. Ça. Donc, ça va changer complètement. Donc, on est vraiment dans une époque charnière où il faut repenser un tas de choses. On est d'accord. Merci Martine. Si tu avais 3 conseils à donner aux femmes chefs d'entreprise qui nous écoutent pour clôturer cette interview, quels conseils tu donnerais? Alors, je dirais d'abord, il faut s'entourer de très bons professionnels. Hein. J'ai souvent dit, et il y a beaucoup de managers qui oublient, on ne demande pas à un manager de savoir tout, d'être bon en tout. Parce que d'abord, ça n'existe pas, quelqu'un qui est bon en tout. Hein. Le manager, il doit savoir choisir les bons collaborateurs au poste qui correspond. S'il y a différents départements dans leur entreprise, pour chaque département, il faut choisir le meilleur collaborateur et ne pas avoir peur que cette personne soit tellement bonne qu'elle vous pique votre place. Parce que j'ai connu beaucoup de managers qui embauchaient des gens plus faibles qu'eux pour être sûr qu'ils ne vont pas leur piquer la place un jour. Ça, c'est une erreur colossale. Vous mieux embaucher les meilleurs. Ouais. Alors, donc, bien choisir les bons professionnels. Et puis, le manager, lui, il fait le coordinateur. C'est celui qui va faire le team spirit, hein, qui va faire la relation entre tous ces départements. Et ça, c'est très important. C'est lui qui va gérer la communication, qui va développer la communication entre les départements. Et c'est nécessaire parce qu'elle ne se fait pas d'elle-même. Et ça, on le voit beaucoup dans l'hôtellerie où il y a pas mal de départements différents. Donc, c'est le rôle du manager. Hein. C'est le casting et la communication et les relations entre les départements. Oui, c'est ça. Pour les femmes, je dirais autre chose. Soyez hyper professionnels et c'est comme ça qu'on vous respectera et que vous aurez de la crédibilité parce que il n'y a pas d'autre solution. Et puis une chose que j'ai dit à mon fils encore il n'y a pas longtemps, mais que je lui avais dit dès le départ, surtout, ne mettez jamais en place un règlement sans vous assurer qu'il va être respecté. Hein. Alors déjà, il faut s'assurer qu'il peut être respecté, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision farfelue qui est impossible. Hein. Oui, il faut convaincre, faut que les gens… Voilà, donc quitte à en parler avec ses collaborateurs avant de mettre en place ce règlement, mais une fois que c'est mis, on ne peut pas accepter en tant que manager d'avoir mis en place un règlement et que personne ne le respecte. Parce que sinon, la crédibilité, c'est fini. On n'a plus aucune crédibilité. Quelqu'un qui met en place une loi et qui ne la fait pas respecter, bon, ce que font nos gouvernements malheureusement régulièrement, c'est pour ça que personne ne croit en eux. Bien souvent, c'est parce qu'ils font cette erreur monumentale, c'est de mettre en place des choses qu'il ne faut pas respecter. Voilà. Et ça, c'est valable au niveau de l'entreprise, pareil. Donc, vaut mieux pas mettre… Moi, je vais vous donner je vais vous citer un exemple amusant. La directrice des études à Vatel, elle avait mis un panneau interdit de fumer en bas des escaliers qui montaient vers les classes. Donc, mais les études, tout le monde fumait. Et comme elle ne savait pas se faire respecter, eh ben, sous le panneau interdit de fumer, elle a mis un cendrier. Hein. Bon. Et donc, évidemment, tous les étudiants ont continué de fumer, mais ils ont surtout beaucoup ri. Hein, parce que quand vous mettez un cendrier sous un panneau interdit de fumer, c'est quand même amusant, quoi. Voilà. C'est ça. Et là, on ne nous rate pas. Hein.
Et oui, et ben oui. Et là, la crédibilité, elle s'évapore vitesse grand V. Donc, Hein. en fait, montrons l'exemple en toute… Alors, montrons l'exemple. Montrons l'exemple. On peut pas dire, hein, c'est comme le père qui dit à son fils, arrête de fumer, alors que lui, il fume non-stop. Bon, ben là, c'est pareil. On peut pas. Moi, j'ai vu des directeurs d'hôtel qui étaient très à cheval sur la ponctualité, mais eux, ils arrivent en retard tous les matins. On ne peut pas demander. Moi, les professeurs à l'école, je leur fais la guerre. J'ai mis une sonnette automatique parce que on ne peut pas demander aux étudiants d'arriver à l'heure si le professeur est en retard. C'est pas possible. Oui, c'est ça, oui, tu as raison. On est, Donc voilà. Donc, on est complètement d'ailleurs. D'accord. Et un point que je rajouterais effectivement dans les conseils aux femmes chefs d'entreprise, c'est quelque part, soyez vous-même, soyez dans vos valeurs féminines, dans vos valeurs humaines, oui. de contribution, de collectif, parce que c'est ce qui marche. Et puis en étant soi-même, bah forcément, on a de meilleurs résultats. Et Oui. Faut pas pardon. tricher. Faut pas tricher. Oui, ça, c'est ok, on est dans le milieu professionnel, mais le plus on est soi-même, finalement, le plus ça marche. Et comme tu le disais, moins on se met de pression par rapport à des enjeux de société, d'histoire, de culture, etc. et qu'on transforme ça, bah, finalement, ça se passe quand même, bah, ça se passe plus simplement. Et avec moins de stress, quoi. Donc, le plus de pression on peut s'enlever, le mieux c'est, parce que forcément, Oui, et c'est puis ce alors, qui tu me fais penser à autre chose aussi, Oui, toujours comme le règlement, aussi, en tant que manager, quand je dis quelque chose, je le fais. oui, Quand je promets quelque chose, je le fais. C'est-à-dire que je tiens ma parole. oui, c'est ça. Faut pas promettre quelque chose qu'on ne peut pas tenir. Je parle toujours par rapport à la crédibilité. Hein. Oui, bien sûr. Moi, quand les employés m'ont demandé des choses dont j'étais pas sûr, je leur ai dit écoutez, je vous promets rien, je vais regarder, mais je vous promets rien. Par contre, quand j'ai dit oui, je promets, c'est bon, je fais, alors. On ne t'entend plus. On ne t'entend plus, Martine. Et puis, on va clôturer. C'est confiance en vous après. Oui, c'est ça. Bon, eh bien écoute Martine, vraiment on arrive à la fin de cette interview. Vraiment j'ai passé un magnifique moment, j'espère que vous également, c'était très très riche, je me suis régalée, j'ai vraiment adoré ce moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver Martine? Est-ce que tu peux nous donner quelques détails, ton site internet Gastronomicom et puis quel type de finalement d'étudiants qui est la cible des étudiants? Enfin, tu peux nous en dire un petit peu plus si quelqu'un, bah voilà. Alors nous, nos étudiants, bon, ils viennent du monde entier. Hein, les cours sont donnés en anglais d'ailleurs par des professeurs français, mais c'est donné en anglais. Donc nous, on est vraiment très très spécialisés en cuisine et pâtisserie française niveau 1 étoile Michelin. Donc on a des professionnels, on a des non professionnels, on a des amateurs passionnés qui viennent se faire plaisir. On a des chefs de yacht qui viennent améliorer leurs compétences. C'est des formations courtes. Donc, on a des débutants. Il n'y a pas de problème pour s'intégrer. On a 3 niveaux de programme. Donc, on a pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les avancés. Donc, on peut rentrer au niveau que l'on veut. Enfin, surtout qui correspond, parce que… C'est ça qui correspond au niveau de chacun. Voilà. Et puis, pour des durées allant de 1 semaine à 3 mois. Voilà. D'accord, ok. Donc, on retrouve, de toute façon, on mettra les liens dans le replay et sur les réseaux sociaux. On te retrouve sur Facebook, on te retrouve sur LinkedIn. Oui, on me retrouve sur Facebook, sur ma page, Martine Lesseau, où je poste beaucoup de choses de l'école aussi.
Il y a la page de Gastronomicom qu'on retrouve aussi, Gastronomicom Cooking School in France, où on poste beaucoup de choses, où on peut me retrouver également, bon, qui est gérée plus par mon fils, mais moi je la suis aussi en permanence. Pour le plaisir, hein, pour le plaisir. Je te vois sourire, mais c'est pour le plaisir. C'est pas du contrôle, c'est pour le plaisir. Ah bah ça, je sais que c'est pas du contrôle. C'est pour le plaisir et la fierté. Exactement. Voilà, exactement. Mais c'est parce que j'aime bien, ouais, voilà. Et voilà. Et puis bon, moi, je fais du consulting un peu pour ceux qui ont besoin, que ça soit en management, que ça soit, voilà. J'ai fait un petit programme pour les gens qui démarraient un business sur tous les points auxquels il fallait faire attention quand on démarre un business pour pas se planter, en fait. Une de tes activités aussi complémentaires. Bon, eh ben écoute, oui. Martine. Oui. J'essaie de limiter, je fais pas de la promo, hein, parce que mon fils, il m'a dit on va te vendre ça. J'ai dit non, on vend pas trop parce que j'aurais pas le temps de faire la peinture. Alors. Oui, c'est ça. Après, tu pourras plus faire des activités. Moi, je fais ça plutôt de façon ponctuelle pour des gens qui en ont vraiment besoin pour rendre service. Voilà, pour rendre service. Super. Alors, bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ou pas? Bon, Martine a pas mal répondu. Qu'est-ce que tu nous dis, Laetitia? Pas de questions. Ok, super. Sur Facebook. Bon, bah, c'est merveilleux. De toute façon, tu nous as tout dit. Tu nous as tenu en haleine jusqu'au bout. En tout cas, je te remercie. Un grand merci, Martine, d'avoir accepté cette invitation à Confidence. Et puis, dans l'actualité d'Emmanuel, eh bien, pour continuer à aider les femmes à monter des caps supérieurs dans leur business et dans leur vie, parce que tout est lié. On a une prochaine immersion entre femmes chefs d'entreprise du 8 au 11 octobre. Et puis une également sur le 30 et 31 octobre. Donc en tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. La prochaine Confidence aura lieu le mercredi 30 septembre et puis vous découvrirez notre prochaine invitée. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Encore merci, Martine. Et puis, merci Emmanuel. Écoute, moi je trouve ça très très intéressant ce que tu fais. Je pense que ça va beaucoup aider les femmes chefs d'entreprise et que tu rentres dans une partie un peu cachée de la personnalité et qui est en fait très liée avec le business, et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Merci Martine. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Alors, on a des commentaires. Elle est super. Merci pour les commentaires. Merci pour les très bons commentaires. Merci bien. Je te souhaite une magnifique soirée. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Puis je vous dis à très vite au 30 septembre pour la prochaine. Voilà. Et puis vous pourrez nous retrouver en replay sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci Emmanuel. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.